Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Alors, c'est le 8 mars. Moi, j'avais une question pour toi avant l'actualité internationale. Oui. Est-ce que c'est vrai que les hommes banalisent cette journée? Je ne sais pas si les hommes la banalisent, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les hommes ont toujours été assez dubitatifs concernant... bon, je ne peux pas aussi prétendre que je peux parler au nom des hommes, mais de mon point de vue, je pense que les avis sont plutôt partagés. Moi, je ne suis pas pour, si tu veux, c'est la commémoration de la journée de la femme comme étant un moment de fête, comme un moment de réjouissance. Ça doit être plutôt un moment de réflexion parce que les difficultés ou les inégalités ou les injustices auxquelles font face les femmes aujourd'hui demeurent. Les inégalités salariales, les inégalités dans les traitements en termes de carrière, les inégalités d'accès aux droits, les inégalités d'accès au financement de projets de création d'emplois, l'accès au logement, l'accès à la santé, notamment, je parle pour les femmes notamment célibataires qui sont chefs de famille, celles qui élèvent seules leurs enfants. Donc ces femmes-là font face à beaucoup de difficultés auxquelles je ne crois pas que, quand je regarde, je n'ai pas vraiment l'impression que les femmes elles-mêmes, je parle des femmes gabonaises en l'occurrence, parce que je ne connais pas trop les femmes d'autres pays, elles ne donnent pas souvent l'impression que lors de la commémoration de cette journée-là, eh ben, il y a cet intense moment de réflexion dans la mesure où, au sortir de là, il faut que les femmes proposent des choses au pouvoir public, au gouvernement, aux associations. La solution vient des femmes. Mais la solution doit venir des femmes parce que ce sont des problèmes qui concernent d'abord les femmes et qui mieux que les femmes savent ce dont elles ont besoin pour justement surmonter ces difficultés-là. Or, je le dis encore, je n'ai pas trop l'impression que les femmes sont impliquées. Je parle des femmes de manière globale. Le ministère des Affaires sociales qui est en charge peut-être de ces questions-là, ces questions de genre, parce que c'est en l'occurrence aussi ce que ça sous-tend derrière, fait ce qu'elle peut, mais je ne sens pas une véritable adhésion de l'ensemble des femmes, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur courant politique, quelles que soient leurs origines sociales ou professionnelles. Donc c'est ça un peu qui est assez étonnant, cette espèce d'apathie, en quelque sorte, des femmes lors de ces journées-là. Et donc, on a plus l'impression que on a parfois l'impression à tort que si les femmes ne se sentent pas véritablement impliquées dans cet événement-là, je ne vois pas pourquoi les hommes le seraient plus que les femmes. Voilà pourquoi peut-être que le sentiment que les hommes ne semblent pas véritablement intéressés par cette journée-là peut trouver son explication. D'accord. L'actualité internationale, les nouvelles sont-elles bonnes selon ton sujet du jour? Écoute, on va revenir sur le Burkina Faso qui a fait un pas en avant, encore un peu plus dans la transition, pardon, parce que la semaine dernière, j'avais parlé de ça ici. Il y a eu des assises nationales, ces assises nationales qui sont déroulées le 6 février et qui avaient fixé un peu le cap de la transition. Et donc, les conclusions de ces assises ont été remises au président de la transition, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, qui a pris le pouvoir le 24 janvier dernier, après avoir fait tomber le gouvernement du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et donc, une transition de 36 mois a été mise en place par la transition. Et donc, il s'agissait pour le nouveau président, le nouvel homme fort de Burkina Faso, de mettre en place ce gouvernement de transition qui devait justement mettre en pratique, si tu veux, les orientations qui sont contenues dans la charte de transition que l'ensemble, si tu veux, des Burkinabés, enfin l'ensemble de la société burkinabé a signé, puisque au cours de ces assises nationales, il y avait aussi bien les représentants des syndicats, les représentants des organisations non gouvernementales, les partis politiques, etc. Donc, c'était un peu ce gouvernement-là que l'on devait voir. Et puis, dans la charte, bien évidemment, on a fixé le cap dans la composition du gouvernement. C'était 25 membres, dont un Premier ministre. Et c'est en l'occurrence une personne. Maintenant, il y avait un certain nombre de noms qui circulaient à Ouagadougou concernant celui qui pourrait potentiellement occuper ce poste. Et le président Paul-Henri Sandaogo Damiba a pris tout le monde de revers, puisqu'il a décidé de nommer un véritable inconnu, le docteur Ouedraogo Albert, qui est un économiste spécialiste en développement des entreprises et en management. C'est lui qui a été
désigné comme étant le Premier ministre qui devra guider l'action gouvernementale durant cette période de transition. Alors, une période de transition de combien de temps? De 36 mois. Donc, il est âgé de 53 ans. Il est originaire de la province de Dori, c'est au nord vers le Sahel. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de gestion. Et il a une solide expérience, notamment dans le monde du privé, où il a exercé dans le domaine du management des administrations publiques, des projets de développement et ainsi que dans les audits des entreprises privées. Alors, c'est quelqu'un, évidemment, qui est un proche de l'ancien président de la Banque ouest-africaine de développement, M. Pierre Claver Damiba, qui n'est autre que l'oncle de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et c'est ce qui explique peut-être le rapprochement qu'il y a eu entre le président de la junte et l'actuel Premier ministre. Alors, n'empêche que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a une petite carrière, une petite carrière d'activiste, pas politique mais syndicaliste, notamment lorsqu'il était étudiant dans les années 90. Il faut savoir qu'il était l'un des étudiants qui étaient les plus virulents au moment de la contestation contre le pouvoir de Blaise Compaoré, et ce qui lui avait valu justement une exclusion de la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Ouagadougou. Cela ne l'a pas empêché ensuite de poursuivre ses études universitaires et d'obtenir brillamment ce doctorat en sciences de gestion, mais il va décider de ne plus se consacrer à l'action publique, à l'entrée dans la fonction publique, et donc va décider de faire sa carrière dans le privé, notamment dans le domaine de l'audit et dans le conseil d'entreprise, et également dans l'enseignement, où il va prodiguer ses connaissances dans de nombreuses facultés et écoles supérieures privées de Burkina Faso. Alors, concernant évidemment son gouvernement, il y a, comme prévu, il y a des personnalités que les Burkinabés connaissent. Il y a déjà des noms. Oui, le gouvernement a été annoncé, lui il a été nommé jeudi de la semaine dernière. Samedi, il a été installé par le nouveau secrétaire général du gouvernement. Et hier, évidemment, il a été reçu par le président Paul-Henri Sandaogo Damiba. Et à la suite de cet entretien, en fait, il est venu présenter la liste des membres du gouvernement qui a été validée par le président de la transition. Et donc, dans la soirée, aux alentours de 22h heure locale, ce gouvernement-là a été officialisé. Et donc, il faut savoir que certaines personnalités, dans ce gouvernement-là, lorsque l'on fait le classement des gens, évidemment, sur les 25 membres de ce gouvernement, il y a 6 femmes et 19 hommes. C'est pas assez, hein. 6 femmes et 19 hommes. Malheureusement, c'est un peu comme un peu partout sur le continent africain, où là, on revient encore dans des questions de genre, où les femmes en politique, déjà, il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'engagent en politique, et ça explique un peu le fait qu'elles ne soient pas majoritaires dans ce gouvernement, ou elles ne soient pas plus représentées dans ce gouvernement-là. Malheureusement, c'est un peu la conséquence. Si on prend, souvent les gens aiment dire, quand on parle des questions de genre, on aime parler de l'exemple du Rwanda. Oui, mais le Rwanda, on a une majorité de femmes en politique parce qu'il y a eu, si tu veux, un dérèglement démographique lié aux événements du génocide de 1994. Les principales victimes du génocide de 1994, et loin, ce sont les hommes. Et donc, ce déséquilibre démographique, aujourd'hui, se retrouve dans le fait que, comme les femmes sont majoritaires, et comme il faut faire fonctionner le pays, il faut faire fonctionner l'État, c'est à ces femmes-là évidemment, que repose l'essentiel de ces responsabilités. Peut-être que ça aussi, ça explique un peu, si tu veux, la remontée, les sources économiques spectaculaires qu'a connu le Rwanda. Je dis, ça peut peut-être aussi expliquer, c'est pas forcément la seule raison. Et donc, pour revenir au gouvernement de André Ouédraogo, il faut savoir que une personnalité il y a des personnalités qui étaient connues, comme M. Yeroboli, qui est considéré comme la personnalité la plus expérimentée de ce gouvernement, puisque à l'époque de Blaise Compaoré, il occupait déjà le poste de ministre de l'administration du territoire et de la sécurité, puis il a également occupé celui de ministre de la Défense. Il a été également pendant un moment directeur de cabinet de Blaise Compaoré, à l'époque président de la République, et il a eu également une carrière diplomatique puisqu'il a occupé les postes d'ambassadeur de Burkina Faso en Côte d'Ivoire, puis en Libye, et enfin au Maroc. Jean-Paul, on cite beaucoup les noms mais jamais le bilan.
Le bilan de qui? Le bilan de ces personnalités. Ben, le bilan, il est clair que si ces personnalités ont été choisies, déjà quand on regarde la personnalité du chef du gouvernement, André Ouédraogo, c'est un technocrate. Donc il est clair que ce sont les personnes qui ont un profil beaucoup plus technocratique, beaucoup plus technocrate, qui ont été désignées. Et je pense que le président Paul-Henri Sandaogo Damiba veut rapidement des résultats. Et lorsqu'on veut rapidement des résultats, il vaut mieux s'affranchir des personnalités qui ont un profil trop politique, sauf évidemment pour certains postes. Il y a des postes où évidemment il faut un profil politique parce que ce poste-là va demander de beaucoup négocier, de beaucoup faire des concessions. Et la négociation et l'art de la négociation, c'est surtout des qualités que l'on retrouve chez les hommes politiques parce que c'est vraiment un domaine dans lequel ils excellent. Et donc, pour revenir à Yoro Boli, je disais qu'il occupe le poste de ministre en charge de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale. Alors, il faut savoir qu'un ministre aussi a conservé son fauteuil, c'est-à-dire que le même poste qu'il occupait sous les gouvernements de Roch Marc Christian Kaboré, il les occupe encore sous les gouvernements de Paul-Henri Sandaogo Damiba. Il s'agit du général de brigade Aimé Barthélemy, qui lui occupe le portefeuille du ministère de la Défense et des anciens combattants. Il faut également savoir qu'un autre militaire est également présent dans ce gouvernement, à savoir le colonel-major Omer Bationo. Il occupait précédemment le poste de secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il est le nouveau ministre en charge de l'administration du territoire, de la décentralisation et de la sécurité. Il faut aussi également savoir que l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, l'avocat maître Barthélemy Kéré, lui aussi fait son entrée dans ce gouvernement en qualité de ministre de la Justice et des Droits humains chargé des relations avec les institutions. On a aussi un membre de la culture, une personnalité issue du monde de la culture et des arts, en la personne de Valérie Kaboré, qui, elle, occupe le portefeuille du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du tourisme. Et puis, on a aussi une personnalité qui a un profil de syndicaliste. Il s'agit de Bassolma Bazier, qui lui était un fonctionnaire issu notamment de l'éducation nationale. Celui-ci est connu comme étant un syndicaliste virulent. Il avait également défrayé la chronique parce qu'il avait décidé il y a quelques années de démissionner carrément de la fonction publique parce qu'il avait estimé qu'il avait été victime d'une affectation qu'il a qualifiée d'arbitraire. Et donc, il s'est ensuite consacré à la lutte syndicale et il va même occuper durant plusieurs années le poste de président de la Confédération générale des travailleurs où il s'est véritablement fait connaître des Burkinabés pour les multiples combats qu'il a menés dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des Burkinabés. Et puis, il faut savoir qu'il y a aussi un économiste qui est dans ce gouvernement, c'est économiste, écrivain et analyste politique, M. Lionel Bilgo, qui occupe le portefeuille de ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire sur les personnalités qui ont fait leur entrée dans ce gouvernement et quelques personnalités qui sont évidemment qui étaient connues des Burkinabés. L'intérêt ici n'était pas de citer l'ensemble des membres du gouvernement. Ils sont 25, ça ne sert à rien. J'ai préféré que l'on se focalise 25, sur... 26 non, c'est 25. 24 ministres avec un Premier ministre. Et donc, j'ai préféré plutôt me focaliser sur les personnalités les plus emblématiques de ce gouvernement. Merci Jean-Paul. Tu as prévu quoi pour la journée? Écoutez Urban FM. Merci beaucoup Jean-Paul pour l'actualité internationale. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des programmes. Urban FM 104.5.